tous. Alors, déjà, la dimension, le champ d'application du RGPD et de la loi informatique et liberté en France est assez clair. Le RGPD, dans son article 3, dit que ce règlement s'applique dans le cadre des activités d'un responsable de traitement qui est établi sur le territoire de l'Union, peu importe que le traitement ait lieu ou non dans l'Union européenne. Donc, un salarié qui va être en télétravail aux États-Unis, le responsable de traitement qui est l'employeur en France, va être sujet aux obligations du RGPD. Il y a tout un pan d'obligations que vous connaissez certainement parce que depuis 2018, je suppose que en interne, vous avez dû répondre à un certain nombre de processus. La notion clé pour qualifier ces obligations, ça va être de savoir si vous êtes un responsable de traitement ou non. Le responsable de traitement et l'employeur, c'est classique, c'est celui qui détermine les moyens et les finalités du traitement. Cette notion est importante parce que vous allez certainement, dans le cadre du télétravail, d'autant plus à l'international, recourir à des prestataires, à ce qu'on va qualifier des sous-traitants qui vont agir au nom et pour le compte de l'employeur. Alors, même si ce télétravail à l'international vient à la demande du salarié, il y a certainement des équipes mobilité dans vos différentes entreprises qui vont venir accompagner la mise en œuvre de ce télétravail à l'international pour votre talent, que ce soit un salarié existant ou un nouveau salarié. Donc, typiquement, ça va être possible sur une personne, un tiers qui va venir vous aider à obtenir un visa, à régulariser avec le pays d'accueil les différents papiers qui sont nécessaires, mais aussi organiser un déménagement et régler la fiscalité personnelle du salarié dans son pays de télétravail. Toutes ces relations-là, il va bien falloir les encadrer et mettre les bons contrats au bon moment. Typiquement, aujourd'hui, donc il y a l'article 28 du RGPD qui encadre les relations de responsable de traitement à sous-traitant et qui impose un formalisme et un certain nombre de clauses indispensables pour régler ces relations contractuelles. Cette problématique contractuelle, elle est d'autant plus importante aujourd'hui dans le cadre de flux transfrontaliers, donc en dehors de l'Union européenne, dans lequel il va falloir rajouter des clauses ou organiser de façon différente ces relations. Typiquement, il y a des clauses contractuelles types qui ont été communiquées par la Commission européenne, qui sont encore aujourd'hui en discussion parce qu'elles datent les dernières de 2010. Et donc, il va falloir, avec chacun des prestataires qui intervient dans ce télétravail, organiser ces relations contractuelles. C'est très difficile aujourd'hui parce que on voit que typiquement avec les récentes décisions de la Cour de la CJUE, que même un pays qui était considéré comme adéquat, qui ne faisait pas l'objet d'une formalité particulière comme les États-Unis, on a aujourd'hui considéré qu'il fallait rajouter des clauses contractuelles types et les compléter. Donc on peut peut-être aller sur la slide d'après. C'est très difficile parce que chaque pays a une réglementation qui est propre. Donc nous, on propose à nos clients souvent de procéder à une méthodologie en 3 étapes. La première étape, ça va être d'encadrer les risques et faire une réelle cartographie des pays concernés par le télétravail. C'est vrai que si on travaille en Suisse ou au Sud-Liban, il ne va pas y avoir les mêmes enjeux sur la protection des données personnelles. Donc, il faut déjà faire cette cartographie et analyser légalement le niveau de protection accordé dans chaque pays, et notamment le caractère intrusif qui pourrait exister dans la législation locale. Typiquement, la CJUE a considéré qu'aux États-Unis, la possibilité pour les autorités américaines de venir accéder aux données des entreprises ne justifiait plus une décision d'adéquation et requérait donc un nouveau formalisme contractuel avec les clauses contractuelles type qu'il faut compléter en plus sur la partie sécurité. Donc cette sécurité des données, elle est clé, mais aussi la confidentialité, que ce soit des données personnelles ou des données économiques qui sont importantes pour votre organisme. Donc il faudra déterminer en fonction de cette cartographie les mesures de sécurité à prendre en fonction des risques identifiés. Typiquement, ce qui pourrait être fait, c'est ce qui existe dans d'autres matières, en compliance par exemple, en AML. On va faire une classification des pays par niveau de risque. On va avoir une liste blanche dans laquelle les salariés vont pouvoir venir travailler sans aucun problème, avec des mesures de sécurité appropriées. D'autres dans lesquelles une liste grise pour lesquelles on va mettre des mesures de sécurité renforcées, et une liste noire dans laquelle on va certainement décider qu'il n'est pas possible pour notre salarié de réaliser un télétravail de façon durable. Donc, ces mesures de sécurité additionnelles en fonction des listes, elles devront être documentées, réellement documentées, et ça répond vraiment au principe d'accountability. C'est la responsabilisation. Vous savez, avant la loi informatique et liberté
nous imposer de faire des déclarations auprès de l'autorité de contrôle. Donc, en matière de protection des données personnelles, c'est la CNIL. Donc, on allait déclarer, faire une norme simplifiée pour nos salariés, expliquer les traitements qu'on faisait directement auprès de l'autorité de contrôle. Aujourd'hui, on doit documenter en interne, en cas de contrôle, et pour justifier sa conformité, toutes les procédures qu'on a mis en œuvre et qui traitent des données personnelles. Il faudra donc, et ce principe d'accountability fait qu'on va mettre des mesures supplémentaires en fonction du niveau de risque. Donc, ce niveau de risque, il faudra le mettre à jour régulièrement pour être certain que les législations locales n'évoluent pas, ce qui est actuellement fortement le cas. On voit par exemple aux États-Unis, on a une rupture de relations et de relations de confiance avec les États-Unis. Peut-être qu'aujourd'hui, avec un nouveau président, ça va évoluer et on va de nouveau avoir des décisions d'adéquation qui vont permettre des transferts de données beaucoup plus simples aux États-Unis. Et il faut non plus pas hésiter à auditer les prestataires qui interviennent et qui traitent de la donnée dans le cadre du télétravail à l'international. Ça leur répond certainement à des demandes aussi, des plans d'audit de votre risque interne. Mais il va falloir donc venir s'assurer qu'ils respectent la confidentialité, qu'ils ont mis en œuvre les mesures de sécurité appropriées. Alors, Eric, on va passer sur le contrôle possible de nos salariés, qu'ils soient à l'international ou en Europe, c'est un petit peu la même problématique. Eric le disait, c'est très difficile de venir contrôler les salariés. Alors, ça l'est d'autant plus dans un contexte international. Il faut respecter des grands principes qui sont posés par le RGPD. Le premier, c'est le principe de la finalité. On collecte des données pour une finalité déterminée, on ne peut pas les réutiliser. Donc, il ne va pas falloir utiliser des données qu'on a déjà collectées pour venir surveiller son salarié. De la même façon, les données qu'on collecte pour la surveillance ne devront pas être utilisées à d'autres fins. Surtout, un principe clé de la protection des données personnelles, c'est la proportionnalité. Il faut que le dispositif de contrôle mis en place et que les données personnelles collectées soient proportionnelles à l'objectif recherché et à la finalité identifiée. Forcément, on ne va pas venir mettre des mesures aussi importantes pour quelqu'un qui traite des données de santé de client, un salarié qui traite des données de santé de client, qu'une personne qui ne traite que des informations basiques ou qui ne sont pas des données personnelles. Tout ça, c'est fait dans l'idée qu'il faut respecter les droits des personnes concernées. Le RGPD, la loi informatique et liberté, c'est la consécration des droits sur des droits de l'homme, des données personnelles. Donc, il ne faudra pas mettre en œuvre des mesures qui sont trop inclusives et qui ne respectent pas le droit au respect de la vie privée du salarié. Enfin, donc, il va falloir respecter le principe de transparence. C'est quelque chose sur lequel vous avez été certainement confronté. Il faut informer les personnes concernées des finalités de traitement des données collectées, de la durée du traitement, des personnes qui y ont accès. Et au niveau des salariés, c'est assez compliqué cette information parce que certaines entreprises ont fait signer des chartes d'information à leurs collaborateurs. La difficulté, c'est qu'il faut pouvoir la mettre à jour. Et si on a un nouveau traitement qui se met en œuvre, il faudra refaire signer. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser par exemple un intranet ou communiquer par mail ces mentions d'information qui indiquent également la possibilité d'exercer ses droits, le droit d'accès, le droit de rectification ou contacter le DPO s'il a été nommé. Il faut le mettre sur un intranet, par exemple. Comme ça, on peut le mettre facilement à jour et il est toujours disponible. Tous les traitements ensuite qui concernent un contrôle du salarié devront être inscrits au registre des activités de traitement. Je vous le disais avant, on faisait des déclarations directement auprès de la CNIL ou des demandes d'autorisation pour les traitements les plus sensibles. Aujourd'hui, votre organisme tient un registre des activités de traitement qui va décrire tout ce qui est fait, qui, quoi, où, comment et pourquoi et combien de temps. C'est souvent à la main du DPO. Vous avez dû les rencontrer, donc le Data Protection Officer, vous avez dû les rencontrer dès 2018 dans vos organisations pour faire ce listing de vos activités qui requièrent le traitement de données personnelles. Il faut bien avoir en compte, si vous développez le télétravail, d'autant plus à l'international, qu'il faudra renseigner certaines informations, notamment sur le contrôle de vos salariés. Et c'est très important parce que ce contrôle des salariés, il doit faire l'objet de ce qu'on appelle une analyse d'impact, un DPIA ou AIPD en français, analyse d'impact sur la protection des données. C'est un peu le saint graal de la protection des données où on va vraiment faire une balance entre l'objectif poursuivi et les garanties apportées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la CNIL, dans une délibération récente, a dit que cette analyse d'impact, elle était obligatoire pour les traitements dont la finalité est de surveiller de manière constante l'activité des salariés.
Effectivement, donc ça, on voit bien que ça se cristallise autour de la notion de contrôle. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut illustrer le contrôle de l'activité de ces salariés? Alors, l'employeur, que ce soit dans le cadre du travail sur site ou en télétravail, il dispose du pouvoir d'encadrer et contrôler l'exécution des tâches des salariés. Pour autant, il faut éviter, c'est toujours une question de proportionnalité, la mise en place de procédés qu'on appelle invasifs, donc qui s'analysent comme une surveillance permanente et disproportionnée des activités des salariés. Alors là, j'ai quelques exemples. C'est vraiment des choses qui se font. Typiquement, ce qu'on peut faire, c'est contrôler la réalisation par objectif pour une période donnée des travaux des salariés. Et ou alors, on peut encore mettre en place un compte-rendu régulier du salarié, et toujours dans la logique de proportionnalité, ça dépendra forcément de la nature et du côté sensible des données qui sont accessibles pour le salarié à l'étranger. Ce qu'on ne peut pas faire, ça va être typiquement de demander à un salarié de se mettre en visioconférence ou de partager son écran pendant toute la journée pour s'assurer qu'il est bien devant son poste de travail. C'est des choses qui ont été faites, et la CNIL s'est prononcée sur ces sujets-là, parce que c'était des pratiques, surtout dans des petites sociétés ou dans les startups. Ils voulaient à tout prix contrôler que les salariés étaient derrière leur écran. Ce qu'on ne peut pas faire non plus, et ça a été répondu, beaucoup d'éditeurs de logiciels ont proposé ces solutions, c'est utiliser un keylogger. Donc un keylogger, c'est un logiciel qui va enregistrer les frappes du clavier effectuées par un salarié sur son ordinateur, qui va nous permettre de contrôler sa performance, mais aussi la réalité de son activité derrière son écran. Enfin, ce qui n'est pas recommandé, c'est obliger un salarié à se connecter à une application ou à prendre une photo de manière régulière pour montrer qu'il travaille réellement. Donc, il faut être très vigilant sur ces points-là parce que typiquement, il y a beaucoup de salariés qui se sont plaints auprès de la CNIL de procédés qui étaient mis en œuvre et qui n'étaient pas proportionnels pour contrôler leur activité. D'autant plus, je vous le redis, dans un cadre, dans les startups qui disent bon, voilà, vous avez une grande liberté, vous posez des congés quand vous voulez, vous faites votre travail, mais au final, on voit que les nouvelles technologies sont de plus en plus utilisées pour ça. Un autre point aussi sur lequel il faut être vigilant, c'est il y a aujourd'hui avec le télétravail qui est forcé du fait de la crise sanitaire. Il y a des personnes qui doivent badger et il faut faire attention aux logiciels qu'on utilise pour badger sur son poste de travail. Certains logiciels vont venir en fait enregistrer tout ce qui est fait par le salarié. Donc même si ce n'est pas du fait de l'employeur, du fait que c'est un de vos sous-traitants, vous en êtes responsable. Donc il faut être très vigilant aux prestataires que vous allez utiliser pour ce badgeage. Parce que encore une fois, les salariés, aujourd'hui le RGPD a été connu de tous et les personnes concernées ont une grande facilité à contacter la CNIL et donc ça vous expose à un risque réputationnel, mais aussi à un risque financier. Alors, on peut peut-être aller sur la slide suivante. Donc, ce qui est clé, donc, c'est la sécurisation des informations qui vont être traitées par votre collaborateur à l'international. Typiquement, ce qu'il faut savoir, toujours dans cette logique de sécurité, c'est l'article 32 du RGPD. Il dit qu'il faut mettre des mesures de sécurité qui sont proportionnelles compte tenu de la nature, de la portée, du contexte, des finalités de traitement et ainsi que des risques. Donc, si je traite des données de santé, ce que je vous disais de clients, on va forcément mettre des mesures parce que c'est obligatoire, mais aussi parce qu'on veut protéger la confidentialité des données, des mesures plus importantes que si je ne traite que de certaines lignes de code, par exemple, et que je suis à l'international. Donc, cette nature et niveau de sécurité de données doit vraiment être proportionnelle. Il y a des bonnes pratiques. Ensuite, forcément, quelqu'un que je recrute qui est aux États-Unis, qui n'a jamais été en France, qui me dit bon, j'ai un iPad aujourd'hui, je peux travailler dès maintenant et accéder à vos outils. Ce n'est pas une bonne pratique. Il va falloir se débrouiller et organiser la communication d'équipements, que ce soit un téléphone ou un ordinateur, pour qu'on puisse être certain que toutes les mesures sont mises en œuvre dès le départ pour les joiners, mais ça sera pareil pour les leavers, bien récupérer les équipements qui ont été communiqués. Donc, la confidentialité des données, elle s'organise également sur des bonnes pratiques que l'employeur peut faire. On va par exemple éditer une charte de sécurité adaptée au télétravail, adaptée à chacun des pays, qui sera communiquée aux collaborateurs. On va équiper ces postes de travail au minimum d'un pare-feu, d'un antivirus ou d'un outil de blocage à l'accès aux sites malveillants. On va mettre en place des VPN. Très important, on va sensibiliser les télétravailleurs au risque informatique, les télétravailleurs. Je pense que vous aussi, vous l'avez été sensibilisés. Et ça, encore une fois, ça participe au principe d'accountability. On fait des formations, c'est pour vous sensibiliser, mais en même temps,
on documente notre conformité et on peut prouver en cas de contrôle que, regardez, il y a eu une faille de sécurité, il y a eu un problème de confidentialité, mais on a mis tout en œuvre pour venir protéger les informations. Après, il y a aussi des bonnes pratiques qu'on peut demander aux salariés. Typiquement, mais on peut pas forcément lui imposer, on peut pas le contrôler, c'est difficile, mais ne pas se connecter à un réseau Wi-Fi public dans un aéroport, dans un café, de bien sécuriser son propre réseau Wi-Fi en lui donnant des indications sur comment renforcer son mot de passe, vérifier que son antivirus est à jour, ainsi que tous les modules de sécurité, les intentions navigateurs, les correctifs, et utiliser des mots de passe différents pour chaque service. Voilà. Donc c'est vraiment des bonnes pratiques qu'il faut mettre en œuvre. Ça fait partie aussi de la culture de l'entreprise, c'est une culture du changement. C'est nouveau, certains y ont été contraints, et aujourd'hui, il faut vraiment accompagner ce changement pour garantir la confidentialité des données qui sont traitées par votre organisme. Et ça participe vraiment aussi, en cas de problème, ça va venir vraiment ruiner beaucoup d'efforts et ça peut porter vraiment atteinte à l'image de votre société. Et alors, en trois mots, quels sont les principes de vigilance qu'on peut donner? Alors, les principes de vigilance, donc transparence, minimisation et respect de la vie privée, ça reprend un petit peu tout ce que je vous ai dit. C'est très important, notamment dans les outils de visioconférence, parce que la CNIL avait fait un focus dessus. Là, nous sommes tous sur un outil de visioconférence et on a vu qu'il y avait eu certaines fuites sur des éventuels manquements aux obligations de Zoom ou d'autres fournisseurs. Ce qu'il faut, c'est bien s'assurer que votre prestataire ou vous-même vous informez le salarié des traitements qui sont effectués à l'aide de ces données personnelles et surtout respecter le principe de minimisation. Minimisation, c'est de traiter les données personnelles, uniquement les données personnelles utiles pour réaliser les finalités. Donc, je ne vais pas prendre des données qui ne sont pas pertinentes pour venir contrôler ou organiser le télétravail de mon collaborateur. Et tout ça participe au respect fondamental de la vie privée du télétravailleur.